Bien, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir dans le cadre des Co-Innovation Lab. Donc, je m'appelle Christian Caraballo. Je suis consultant, expert pour le programme Meet Africa, donc mis en œuvre par Expertise France. Donc, nous avons aujourd'hui un certain nombre d'interlocuteurs, de brillants panélistes avec lesquels on va échanger sur la question de l'entrepreneuriat des diasporas, diaspora africaine notamment. Et je voulais juste préciser que le format qui a été adopté pour cette table ronde, ce panel, c'est un format qui se veut assez interactif avec vous. L'idée étant en fait de poser des problèmes et d'essayer de trouver des solutions qui conviennent en fait à ces problèmes. Alors, je vais vous présenter rapidement les panélistes, mais en fait, je vais vous demander ensuite en 1 ou 2 minutes à chacun, parce que nous avons en fait 45 minutes, c'est assez court. Je vais donc vous présenter Warda Abdelkader. Bienvenue Warda, vous nous direz Bonjour. Tout à l'heure ce que vous faites en quelques minutes. Claire Azoumé, bonjour Claire. Bonjour. Et bienvenue. Rachid Alian, Hicham Radouane et Julien Dupont. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, chacun en commençant par Warda, en 2 minutes, de nous expliquer d'où vous parlez aujourd'hui. Donc, je suis Warda, responsable business développeur de Siwara Capital, qui est une société d'investissement créée par des membres de la diaspora africaine pour financer les PME et les startups qui sont à la pointe de l'innovation et qui sont porteuses d'impact. Et plus qu'une société d'investissement classique, ce qu'on souhaite faire, c'est mobiliser les compétences des investisseurs de la diaspora au profit de la réussite des entreprises financées. Merci, Warda. Okay. Claire ? Bonjour, alors je m'appelle Claire Azoumé, je suis entrepreneur, donc je suis associée gérante d'une école maternelle et primaire privée inclusive qui est basée à Cotonou au Bénin. Et mon parcours dans la diaspora et au Bénin a vraiment nourri ce projet professionnel. Donc je suis très contente d'être sur ce panel pour en parler. Nous aussi. Bienvenue Claire. Rachid. Merci Christian pour l'invitation. Donc Rachid Alian, donc je suis Startup Manager à Marseille Innovation et je m'occupe aussi de l'incubateur Vertiel, donc qui accompagne des projets africains en Afrique. Et donc, Marseille Innovation, on est la plus grande structure d'incubation et d'accompagnement de start-up à Marseille. On accompagne chaque année plus de 150 start-up et on opère aussi des programmes spécifiques, notamment le programme Meet Africa et le programme Soft Landing avec Technopark. Et Marseille Innovation, qui je crois a fêté ses 25 ans l'année dernière. Hicham. Bonjour. Bonjour. Hicham Radouane, entrepreneur de la diaspora, tout d'abord, parce que j'ai passé une quinzaine d'années de ma vie sur la belle région d'Aix-Marseille. Et là, je suis en train d'entreprendre en Tunisie. Je suis expert Meet Africa Tunisie dans le cadre du programme Meet Africa de l'accompagnement de la diaspora. Et je suis cofondateur de la structure d'accompagnement Connectinov, qui est une structure d'accompagnement 100% Altec entre Tunis et Marseille. En fait, pour une part de sa vie, Hicham, c'est mon collègue, en fait. Malheureusement pour moi, oui. Merci. Julien. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'occupe des incubateurs de Kedge sur l'ensemble de nos campus français et on bosse beaucoup aussi sur l'international. Pour une très bonne raison, c'est qu'on a 2 campus africains au Sénégal et en Côte d'Ivoire depuis 2008. BEM Dakar, c'est une filiale de Kedge. On a 1200 étudiants entre Dakar et Abidjan qui sont des étudiants qui sont formés localement et qui sont les futurs talents de demain, en tout cas sur l'Afrique de l'Ouest. Et on a beaucoup de sujets de diaspora. On a travaillé avec Meet Africa, notamment sur la Côte d'Ivoire. On a accompagné une quinzaine d'entrepreneurs, toujours dans une logique de co-construction, parce qu'on l'a monté avec Herman Poissy, qui dirige Incube Ivoire. L'idée, c'était vraiment d'avoir un double accompagnement et une facette très très localisée, et puis une facette vraiment européenne et française. Et on continue à accompagner de nombreux porteurs de projets. Aujourd'hui, on a Violaine qui est là, et je suis ravi que tu sois avec nous, qui est une alumni de Kedge et qui lance un super projet entre la France et le Sénégal. Et donc, elle accompagne en France, mais aussi avec nos experts qui sont au Sénégal et qui sont des experts locaux. Et on est ravis de témoigner un petit peu de
l'expérience qu'on a pu avoir sur l'ensemble de ces sujets. Alors, garde bien en tête ce que tu viens de dire sur l'accompagnement sur le double espace, parce que c'est ce que je vais te demander d'expliquer tout à l'heure. Super. Ok, alors, on est là pour parler d'entrepreneurs, donc parce qu'on... Pour travailler depuis quelques années sur les questions de diaspora, la diaspora en fait compte, les diasporas comptent en fait, comptent au plan économique, comptent aussi en termes de projets, de capacité d'innovation. Et j'aimerais en fait, pour commencer, peut-être à deux voix, je pensais à Claire et Hichem, vu que vous êtes, alors toi tu as les deux casquettes, puisque tu es à la fois entrepreneur de la diaspora, tu n'as pas dit que tu étais aussi expert comptable de formation. Entrepreneur de la diaspora et aujourd'hui en plus accompagnateur, que ce soit dans le cadre de Meet Africa comme dans le cadre de Connectinov. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà par rapport à la Tunisie, ce que représente en fait la diaspora en termes de valeur économique, en deux mots? Alors, l'apport de la diaspora en Tunisie est de plus en plus important. Les transferts de fonds de la diaspora tunisienne est une partie importante aujourd'hui du budget de l'État. Ça représente plus que les recettes touristiques qui constituent quelque part une source de revenus super importante pour le pays. Donc du coup, la diaspora est en train de prendre de plus en plus d'importance dans l'écosystème tunisien. Mais malheureusement, ça reste plus sur l'aspect financier que sur l'aspect entrepreneuriat, sur l'aspect, ça reste des transferts d'argent principalement. Et on n'arrive pas encore à faire en sorte que cet apport de la diaspora soit encore plus important. Ce qu'on est en train de faire dans le cadre de Meet Africa notamment, c'est encourager un peu l'entrepreneuriat de la diaspora. Et on considère que cet entrepreneuriat, parce qu'un entrepreneur de la diaspora peut apporter beaucoup plus que l'argent. L'argent est important certes, mais c'est surtout le réseau, c'est surtout la façon de voir les choses qui peut être différente d'un entrepreneur de la diaspora par rapport à un entrepreneur local, qui peut venir apporter énormément à l'écosystème tunisien. Et c'est un peu cette perspective-là qu'on cherche un peu aujourd'hui à développer. L'écosystème tunisien travaille énormément sur l'innovation, c'est un écosystème très innovant et l'apport de la diaspora qui devient tunisienne, qui devient de plus en plus aussi en termes de qualité, augmente en termes de qualité. Il y a beaucoup d'ingénieurs de très haute qualité, il y a beaucoup d'ingénieurs très bien placés dans des grands comptes ou des grands groupes européens qui ont un réseau super important et qui peuvent vraiment avoir cette vue différente, cet apport différent, cette innovation différente qui peut aider l'écosystème tunisien, qui peut aider les entrepreneurs tunisiens à s'ouvrir sur l'international, à avoir peut-être des perspectives beaucoup plus intéressantes que ce qu'ils peuvent avoir seuls sans l'entrepreneur de la diaspora. Ok, alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît, à t'entendre ça a l'air simple d'entreprendre quand on est entrepreneur de la diaspora. En préparant la table ronde, j'ai eu des échanges avec vous tous, et puis j'en ai eu un avec Claire aussi, que je ne connaissais pas, que j'ai eu la chance de connaître à ce moment-là. Et Claire, vous m'avez dit des choses très intéressantes, en fait, sur votre parcours, sur ce que vous avez vécu quand vous êtes retourné au Bénin, puisque vous êtes franco-béninoise, je crois, vous ne l'avez pas dit ça, donc je le dis pour vous. Et vous m'avez dit, vous avez évoqué en fait les difficultés, les freins que vous avez connus en fait pour vous réinstaller. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, de ce parcours que vous avez vécu, des conditions de réinstallation, expliquer un petit peu aux participants ici, à l'auditoire, comme ça a été simple pour vous en fait de vous réinstaller au Bénin. Alors, mon parcours a commencé au Bénin. Je suis née, j'ai grandi au Bénin. J'ai fait mes études en partie dans le système français avant d'aller les prolonger en France. Et de revenir il y a 6 ans au Bénin, récupérer, reprendre l'entreprise familiale et effectuer un pivot assez important dont on parlera peut-être. Et quand je parle en général des difficultés, je donne la métaphore d'un delta. On navigue un delta avec des courants assez forts parce qu'on est entre deux cultures. On arrive dans un pays, on a une ambition de mettre en place une entreprise avec certains standards en visant un certain marché. Et parfois, les ressources ne sont pas prêtes ou sont en train d'être construites. Donc, on est à la fois en train de sortir de terre un projet ambitieux et de construire, de muscler les ressources, notamment humaines, parce que ça a été ma plus grande difficulté. Donc, je suis très intéressée par certains des autres personnes présentes sur le panel. Donc, ma plus grande difficulté a été de naviguer ce delta professionnel avec, OK, j'ai des standards à tel niveau, je veux fournir tel type de service et mon pays n'est pas toujours forcément prêt. Donc, j'ai vraiment un effort. Je suis en train à la fois, pas seulement de créer le service et le produit, mais de créer les ressources nécessaires pour l'accomplir. Et moi, je travaille dans l'éducation. Donc, c'est entre 2 et 10 ans
ce qui est particulièrement exigeant en termes de compétences. Oui, parce que vous ne nous avez pas dit ce que vous faisiez, en fait, précisément. Alors, Que vous avez créé une école privée Oui, qui, en fait, a pour mission d'intégrer des enfants qui sont victimes de troubles, qui sont atteints, pardon, de troubles 10. Donc, Exactement. dyslexie, dysorthopraxie, dyscalculie, etc., etc. exactement. Donc, c'est une école inclusive qui... et l'inclusivité peut avoir trois volets. Il y a les troubles de l'apprentissage qui sont très variés, les 10, mais aussi le spectrum de l'autisme. Il y a des handicaps plus lourds, surdité des enfants aveugles. Et il y a beaucoup de difficultés émotionnelles des enfants hypersensibles ou des enfants dits TPI. Bon, c'est un peu technique, mais c'est des enfants qui apprennent différemment. Et le système béninois n'est absolument pas prêt à les accueillir et à s'adapter à ces enfants-là. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on a 400 enfants. On a ouvert le dispositif il y a 3 ans. Alors, l'école, c'est une reprise. Elle existe depuis 35 ans. Je reprends l'entreprise créée par mes parents. Mais voilà, on accueille une dizaine d'enfants qui sont qui sont à besoins dits spécifiques, ce qui est très rare au Bénin comme adaptation. Et donc, c'est un secteur qui demande une expertise très précise et très particulière qui n'existait pas. Et comment vous avez fait alors pour la trouver? J'ai fait 2 choses. J'ai eu de la chance. Ça, c'était parce que je suis tombée, justement, grâce un peu à la diaspora, je suis tombée sur une dame qui s'appelle Sarah Ogundele, qui a vécu en France et fait une grande partie de sa vie en France, et qui est rentrée au Bénin en accompagnant son mari béninois. Donc le mouvement retour de la diaspora a aussi ramené des compétences. Et c'est elle, parce elle a travaillé 17 ans dans ce secteur ici, qui m'a aidé à structurer, construire et qui en ce moment forme mes équipes. Okay. Mais mes équipes partent de tellement loin parce que Bénin, pour devenir enseignant, c'est le niveau BEPC, donc 3e. Okay. On parle de très très loin. Il y a tout cet effort de structuration de leurs compétences. Alors, merci Claire. Si vous voulez, à ce stade-là, on va s'arrêter 2 minutes parce que ça fait écho à ce que vous avez dit en fait, à un certain nombre de choses que Warda m'a expliqué aussi dans nos échanges, notamment sur la question du rôle des mentors et du réseau justement de membres de la diaspora qui sont présents sur place pour accompagner les entrepreneurs, mais ça on va le développer. J'aimerais peut-être, pour rebondir sur ce que Claire a dit par rapport à ces conditions de réimplantation, Julien, Rachid, que vous puissiez vous aborder le problème en fait de la réinstallation des membres des diasporas sous le prisme un peu technique en fait, c'est-à-dire quelle valeur ajoutée est la vôtre en fait dans ce contexte-là, notamment cette notion qui est un peu labile en fait d'accompagnement sur le double espace. Qu'est-ce qu'on y met concrètement derrière? Qui commence? Okay. Il y a beaucoup de choses. Il y a un sujet purement juridique et technique. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup d'interlocuteurs et comment on peut monter une SAS, monter une SASU ou d'autres statuts juridiques suivant les pays. Avoir le bon interlocuteur, parce que souvent, c'est des interlocuteurs qui sont très, très dispatchés. Donc, avoir un guichet unique et avoir les bonnes informations, ça, c'est un vrai sujet. Après, il y a un sujet de posture aussi, très souvent. Violette pourra en témoigner, parce qu'elle est beaucoup accompagnée à Kedge par nos coachs au Sénégal. C'est vraiment comment on revient au pays et pas voilà, en disant cette posture, en disant voilà, j'ai grandi en France ou ailleurs, je sais tout. C'est vraiment comment on a une posture basse et de co-construction. Ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose qui est clé parce que sinon, on n'a pas les conditions de la confiance. Ça, c'est vraiment hyper important et on fait beaucoup de travail là-dessus. Et après, il y a un 3e point qui, je trouve, est assez important, c'est avoir une vision un petit peu ethnologique. Parce qu'il y a la méthode qui est universelle, qui est le design thinking, la validation du besoin, le prototypage, mais il y a aussi des choses qui vont au-delà de la méthode sur l'interpersonnel. C'est-à-dire que, par exemple, envoyer un mail au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou en France, c'est pas la même chose. En France, on va avoir tendance à faire 5-6 mails, relancer. Ça, c'est des choses qui sont aussi dans les conventions et les coutumes. Et là, il faut aussi s'adapter à l'existant et puis à ce que les gens utilisent. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'outils, plutôt d'SMS automatisés, WhatsApp, etc. De WhatsApp. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas deviner non plus. Et donc là, il y a aussi tout un accompagnement sur comment on va tout simplement développer, trouver ses clients et traiter avec ses clients, les horaires, les journées, les sujets de prière. Le vendredi, par exemple, c'est pas le meilleur moment pour aller prendre des rendez-vous. Donc il y a comme tout ça qui rentre en compte dans l'accompagnement. Okay. Merci. Oui, donc c'est pour compléter ce qu'avait dit Julien. Donc nous, on a façonné un programme un peu individuel et collectif qu'on a façonné avec notre partenaire Technopark et qu'on a mené pendant plus de 12 mois en mode co-accompagnement. Donc chaque mois,
on mobilise des start-up managers pour faire le suivi des start-up, pour voir un peu leurs besoins, les connecter avec l'écosystème, aussi bien en France qu'au Maroc, si je parle des 12 projets marocains qu'on a accompagnés. Dans ce programme-là, donc on a aussi, quand ils ont des besoins, des problèmes techniques, comment je crée mon entreprise au Maroc, comment je protège mon innovation, comment je prospecte, comment je communique, comment je pitch devant des investisseurs. Donc on a des experts techniques, une trentaine d'experts techniques et BSDev, marocains, donc les experts de Technopark, et des experts Marseille Innovation, donc on a une vingtaine d'experts sous contrat. Et donc tout ce potentiel de talent pool qu'on a mobilisé pour aider ces entrepreneurs et pour aussi comprendre l'environnement dans lequel ils vont émerger. Donc on a aussi dans ce programme qu'on a façonné avec Technopark, mobilisé nos anciens entrepreneurs qu'on a accompagnés, que ce soit au Maroc, en Tunisie et dans d'autres pays. Donc, toutes ces ressources-là, ils viennent un peu amener de la connaissance, du savoir-faire à nos entreprises, à nos entrepreneurs, dans l'objectif de les mettre dans les meilleures conditions qu'ils puissent mener leurs projets, aussi bien dans le pays d'implantation, mais aussi parce qu'on a des entrepreneurs qui sont aussi sur le double espace. Et donc, sur ça aussi, on avait mis beaucoup d'énergie, de ressources pour leur permettre, quand il y a les moyens de se développer ici, de trouver les ressources ici, on ne va pas se priver d'aller chercher des financements BPI, de prendre les prêts d'honneur, etc. Et c'est ce qu'on a fait aussi. Donc, on a des exemples de projets comme Gino, qui est start-up accompagnée par Marseille Innovation, qui est toujours accompagnée, qui a bénéficié déjà d'une centaine de milliers de financements locaux, BPI, prêts d'honneur, l'aide de Marseille Innovation, le prix d'honneur de Marseille Innovation de 45 000 euros. Et donc, il a bénéficié de 10 000 euros de MIT africain, plus aussi 30 000 euros. Donc, ça fait déjà énorme, de 40 000 euros sur une année. Donc, et donc, ça fait partie un peu de tous les, on va dire, les possibilités qu'on mobilise. Donc, il y a ça. Donc, il y a aussi, dans ce dispositif d'accompagnement qu'on a développé, il y a tout un programme d'accompagnement collectif. Donc, on mobilise des experts pour venir leur donner des connaissances sur la protection, le marché, etc. Plus aussi, pas mal de rencontres d'affaires qu'on a organisées en France et dans le pays d'implantation, histoire de les mettre, de les connecter dans l'écosystème des pays. Voilà. Okay. Et si je peux compléter juste deux choses. Une chose, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont fait un bond en avant. Au Maroc, aujourd'hui, Technopark, on y va, ils ont toutes les clés pour répondre à tous les sujets. Le bâtiment est juste impressionnant à Casa, sur 5 étages, et il y a vraiment tout ce qu'il faut sur un lieu. Le Sénégal, c'est pareil, l'ADER, c'est vraiment un guichet centralisé. Donc, suivant les pays, il y a quand même des pays qui, en 10 ans, ont fait un bond en avant de géant et qui permettent vraiment d'avoir une réponse assez rapide et de plus passer 6 mois, 8 mois à trouver le bon interlocuteur pour monter sa boîte, etc. Donc, ça, c'est quand même à souligner. Ouais. Et je crois que l'ADER va déménager en plus bientôt dans un gros... dans un grand bâtiment, je crois, qui a été financé par un don de l'Arabie Saoudite. Ah oui, ça. Après, je ne vous ai pas oublié, Warda, mais pour introduire le débat, la question sur le financement, j'aimerais que Claire et Hichem, en tant qu'entrepreneurs, là, pour le coup, vous nous disiez, peut-être en commençant par Claire, comment vous avez financé votre projet, en fait? Ça a été simple de trouver des ressources financières pour financer votre projet? Le mien. Oui. Alors, c'est la première fois, donc je suis à Marseille pour le programme SIBC. C'est la première fois de toute l'histoire de la boîte qu'on lève des fonds extérieurs, parce qu'en fait, on a un marché. Et si on lève, c'est pour aller plus vite, parce qu'on veut agrandir et construire plusieurs écoles. Mais on a le produit Market Fit, quoi. On avait un pays, 12 millions d'habitants, explosion démographique. Tout le monde a besoin d'aller à l'école entre 2 et 10 ans. Donc moi, j'ai pas eu de problème pour financer mon projet. Maintenant, je vais aller plus loin, plus vite. Donc c'est pour gagner du temps que je lève des fonds. Mais j'ai pas eu de difficulté. C'est aussi une bonne nouvelle pour la diaspora, c'est que sur certains projets ou sur certains marchés, le marché existe et les bénéficiaires de la classe moyenne sont prêts à consommer, à payer pour un certain nombre de services, quoi. Alors, quand on est investisseur, il y a le marché, il y a le projet, c'est clair, mais il y a aussi les personnes. Qu'est-ce qui, chez vous, a fait que vous avez réussi Qu'est-ce qui, chez vous, a permis de convaincre un investisseur, à votre avis? Dans votre personnalité, dans votre posture? Alors déjà, je connais le marché, donc ma connaissance du secteur et du marché, donc je suis petite fille enseignante, fille d'éducateurs, donc je connais mon marché. Je pense qu'aussi mon profil qui est à cheval entre une bonne compréhension des deux cultures,
est aussi réellement un atout parce que je parle les 2 langues au sens figuré comme au sens propre. Ça aussi, ça aide à lever des investissements en dehors du Bénin et en France et au Bénin, dans les 2 sens, c'est une richesse et c'est, je pense, me favorise. Je travaille. Je suis une très, très grande bosseuse. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet sur lequel on est, mais je pense que ça aussi permet aux investisseurs de se rendre compte du travail abattu, en l'occurrence depuis 3 générations, pour construire une entreprise qui vit depuis 35 ans sur son marché sans avoir levé. Ok, merci. Voilà. Hichem, toi, quand tu es retourné en Tunisie, comment tu as fait pour financer ton projet? Ça a été simple? Alors, moi, du coup, je vais rebondir pour dire un entrepreneur de la diaspora, c'est un entrepreneur comme un autre. Donc, on a probablement les mêmes difficultés. À un moment ou à un autre, on se retrouve entrepreneur comme n'importe quel autre entrepreneur dans le pays dans lequel on va entreprendre. Donc, il y a peut-être quelques spécificités au début. Je suis un militant de la non-ségrégation, si je peux me permettre le terme, de l'entrepreneur de la diaspora par rapport aux autres entrepreneurs. C'est vrai qu'on a certaines spécificités quand on arrive parce qu'on ne connaît pas forcément très bien le marché, on ne connaît pas forcément les coutumes, on en a parlé un peu. C'est d'ailleurs sur quoi on a travaillé dans le cadre de Meet Africa, dans le cadre de l'assistance Meet Africa. On a essayé de créer Dot Landing en partenariat avec The Dot en Tunisie pour faire en sorte d'avoir une sorte de petit soft landing pour les entrepreneurs de la diaspora, pour se familiariser avec l'écosystème local, pour bien comprendre l'écosystème local et rentrer dans cet écosystème local. L'objectif, c'est que derrière, l'entrepreneur de la diaspora ne devient plus entrepreneur de la diaspora, mais devient entrepreneur et rentre dans l'écosystème local et s'intègre aux autres entrepreneurs pour 2 raisons. La première chose, c'est que la meilleure façon pour cet entrepreneur de mieux maîtriser l'écosystème, c'est de se retrouver avec des entrepreneurs locaux et donc se retrouver dans des programmes d'accompagnement éventuellement qui ne sont pas dédiés à 100% à la diaspora, mais qui sont dédiés à l'entrepreneur classique sur la thématique HealthTech, sur la thématique ICC ou autre. Et donc à partir du moment où il va se retrouver avec d'autres entrepreneurs, il va mieux apprendre et beaucoup plus rapidement apprendre les codes du pays, les spécificités du pays, le marché du pays. Donc ça, c'est un avantage pour l'entrepreneur, mais il y a aussi un avantage pour l'écosystème. Il y a un avantage pour la structure d'accompagnement qui va l'accompagner, parce que si on se retrouve avec des entrepreneurs locaux et des entrepreneurs de la diaspora, il y aura peut-être des portes qui vont s'ouvrir pour l'entrepreneur local grâce à l'entrepreneur de la diaspora qui est à côté de lui, qui est en train de suivre le même programme d'accompagnement. Donc moi, je suis plus militant pour essayer de mélanger un peu et d'arrêter un peu cette séparation entre entrepreneur de la diaspora et entrepreneur local. Encore une fois, il y a des spécificités, certes. La question, c'est peut-être qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cette difficulté-là initiale pour l'entrepreneur de la diaspora soit dépassée le plus rapidement possible pour qu'il puisse intégrer. Donc moi, le financement, j'ai galéré comme n'importe quel entrepreneur local pour financer mon projet en Tunisie quand je suis arrivé. J'ai eu les mêmes difficultés. Je suis passé par l'autofinancement forcément au début. Au contraire, j'avais un avantage parce que je travaillais à l'étranger, j'avais des ressources peut-être beaucoup plus facilement ou beaucoup plus importantes qu'un entrepreneur local. Et donc, ça m'a permis de lancer mon projet au démarrage. Ensuite, le financement, les éléments qu'on a évoqués, c'est des éléments de n'importe quel entrepreneur. Il faut un bon projet, il faut une bonne idée, il faut une bonne exécution, il faut être bosseur, il faut avoir le networking. Et le terme diaspora, à la limite, ne rentre pas ou ne fait pas, peut-être dans la personnalité un peu, parce qu'on est plus ouvert sur l'international. Mais à part ça, on est entrepreneur comme n'importe quel autre. Oui, mais vous comprendrez pourquoi j'ai posé ces questions, parce qu'en fait, qui dit aussi entrepreneur de la diaspora, dit parfois pilotage. Enfin, moi, j'ai entendu des trucs même hallucinants, pilotage à distance de mon entreprise, etc. Enfin, des choses, par exemple, auxquelles moi, je ne crois pas du tout, en fait, parce que je sais que ce n'est pas possible, en fait. Donc c'était en fait par rapport à toutes ces questions-là. Et puis c'était aussi la question de la repatriation, c'est-à-dire aussi ce que disait Claire. Elle l'a pas dit là, mais elle m'a dit des choses horribles hein, sur... sur la repatriation, sur la façon aussi dont on est reçu en fait aussi par ses compatriotes, par ses frères, etc. Il y a de vrais sujets en fait qui sont des risques en fait pour un financeur. Alors justement, avant qu'on revienne là-dessus. Plus on fait la distinction, plus on aura ces problèmes-là. Donc on a vraiment intérêt rapidement à ce que l'entrepreneur soit local le plus rapidement possible et ait une étiquette locale le plus rapidement possible. Je comprends tout à fait les difficultés initiales, mais plus on va les dépasser rapidement, mieux ça va être. Après, il y a peut-être des spécificités pays aussi qui font que c'est pas pareil. On est d'accord, mais en même temps, on reste aussi, je vais dire comme ça, on reste aussi binational, quoi, et doublement ancré. Et ça reste. Voilà. Enfin. C'est un avantage, c'est pas un inconvénient. Ça peut être, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi une difficulté. Je vous redonne la parole, Claire, tout à l'heure, juste après. Mais j'aimerais qu'on donne la parole à Warda qui va nous expliquer ce que fait Siwara Capital.
si vous voulez bien. Et puis, à la lumière de tout ce que vous avez entendu là, votre point de vue, vous, en tant qu'investisseur, par rapport aux critères qui sont les vôtres, aux difficultés qui sont les vôtres aussi, peut-être, en fait, à trouver des entrepreneurs que vous avez envie de financer. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui... est-ce qu'il y a une spécificité, d'ailleurs, de l'entrepreneur des diasporas ? On en a un petit peu échangé quand on a préparé la table ronde. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que fait Ciboire Capital et ensuite rebondir un petit peu sur tout ce que vous avez entendu ? Alors, nous, on investit en capital dans les PME et start-up qui ont... Un peu le micro, Oui, peut-être. Parce que je ne parle pas très fort en plus. Donc... c'est pas... Oui, c'est bon. Ne vous perturbez pas, c'est un problème technique. Il n'y a pas de problème. Donc, on finance les PME et les startups qui ont au moins 2 ans d'activité, qui ont éprouvé le produit sur le marché dans 3 secteurs. Donc le secteur agro, le secteur finance et énergie renouvelable. On est assez sensible à tout ce qui est innovation et tout ce qui est tech, parce qu'on est convaincu que c'est un accélérateur dans le développement de l'entreprise. Et je pense que quand même, je voudrais aussi revenir un peu sur l'aspect financement des entreprises. Bon, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de dispositifs à travers les différents programmes, dont Meet Africa, mais ça ne couvre pas toute la demande, clairement. C'est pas fait pour ça. Oui. Et on a aussi des difficultés sur place pour trouver du financement. Ce matin, on parlait encore de la difficulté donc, à lever des fonds quand on commence. Qu'est-ce qui existe en Afrique en général? On a de la microfinance, on va avoir le financement des banques. Le financement des banques, comme partout, sont des gens qui sont frileux, qui ont peur de l'innovation d'une entreprise qui commence. Et donc, du coup, pas mal d'entreprises qui sont très innovantes, qui sont très résilientes et qui ne trouvent pas de financement. Et donc, pas mal d'acteurs qui ont développé donc, des activités de financement, dont le capital investissement, qui est très intéressant, puisqu'en fait, on est partenaire de l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans en moyenne. Et on l'aide en fait vraiment à se développer, à passer à l'échelle. Et on prend aussi des risques avec lui. Donc je trouve que c'est aussi un instrument financier qui est intéressant pour les entrepreneurs et qui est de plus en plus utilisé. Pardon, Wanda, mais qu'est-ce que ça veut dire partenaire ? C'est qu'en fait, donc, comme ce que je disais en fait, au départ, on n'est pas juste là en fait, à financer les entreprises, mais on appuie en fait, les entreprises. Participez au conseil d'administration, vous êtes à côté des dirigeants, vous prenez des décisions stratégiques avec eux ? Oui, en restant investisseur minoritaire. Donc l'entrepreneur reste maître à bord. On n'est pas là pour le faire changer de cap et surtout, on n'a pas cette prétention. Claire connaît bien le secteur de l'éducation. Ce n'est pas forcément le cas des investisseurs qui vont avoir des compétences soit transversales ou soit techniques sur certains métiers. Ça ne remplacera pas les compétences de l'entrepreneur. Au niveau des entreprises qu'on a sondées, on a échangé avec une 60aine d'entreprises cette année. 80% de ces entrepreneurs sont des gens de la diaspora. D'accord. Je dirais également qu'il y a 90% de cette diaspora qui est sur place. Qui est retournée. Oui, et donc ça c'est un point justement sur lequel je voudrais insister parce qu'on est passé très vite dessus. On a parlé donc de la réinstallation, mais on a encore beaucoup dans différents programmes de personnes qui se font accompagner, et tant mieux, je suis très contente qu'il y ait de plus en plus de dispositifs pour appuyer ces entrepreneurs, mais qui n'osent pas aussi sauter le pas. Surtout si elles ont acquis donc, une certaine expérience en France, et tant mieux, donc 10-15 ans, mais il peut y avoir par exemple une vie de famille. Donc c'est comment je fais pour m'installer, dans quelle école je mets mes enfants. Je veux quand même aussi avoir un certain standard, parce que bon, j'ai eu l'habitude d'une certaine qualité de vie. Comment je fais? Donc il y a quand même toutes ces questions qui se posent, mais en tout cas, ça reste quand même important de s'y installer. Alors, quand vous dites comment je fais, c'est ça qui nous intéresse en fait aussi ici, c'est justement comment on fait, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis entrepreneur de la diaspora, je veux retourner m'installer en Corse, par exemple.
À votre avis, c'est quoi la bonne méthode en fait? Est-ce qu'il faut passer par une période de salariat, peut-être? Est-ce qu'il faut, avant d'entreprendre, pour peut-être reprendre la température du pays, pour reprendre un peu les marques, ces marques avec les codes locaux? Est-ce que si je vous dis je vais entreprendre et je crée directement, je m'installe demain, je pars, j'ai ce projet, vous me suivez comme ça? Il y a plusieurs choses. Il y a reprendre contact, mais il y a des fois prendre contact, puisque on a aussi des personnes qui ne connaissent pas, en fait, même des personnes de 3e génération qui veulent s'installer dans le pays d'origine des parents, voire des grands-parents. Il y a plusieurs choses. Il y a des économies à faire, il y a peut-être profiter de certains dispositifs en France. Peut-être qu'il y a une personne de la famille qui peut y aller d'abord en éclaireur, possibilité effectivement de se salarier, histoire effectivement de prendre plus connaissance de l'environnement dans lequel on va se baigner, parce que l'entrepreneuriat, c'est un risque. Entreprendre dans un pays qu'on ne connaît pas, encore plus. Donc il y a quand même aussi effectivement des avantages à avoir cette double culture, mais il y a quand même aussi un prix à payer pour s'y installer. Et donc, c'est vrai que peut-être pour revenir aussi sur pour revenir, excusez-moi, à Siwara Capital, effectivement, on a des entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs qui sont sur place. On en a quelques-uns qui nous disent, voilà, je suis en France, j'ai développé mon activité en France, j'ai commencé donc à développer mes activités en Afrique. Ils sont rares. D'accord. Ils sont rares. Et donc, effectivement, ce sont des personnes qui sont installées, qui ont essuyé les plâtres au départ, parce que tout n'est pas rose, parce qu'il y a ces difficultés qui peuvent être soit interculturelles, voire économiques, mais qui ont pris leur marque, qui sont appuyés effectivement sur ces réseaux qui existent, qui sont vraiment très intéressants. On a la chance, en fait, d'avoir beaucoup de membres de la diaspora qui ont déjà pris ces risques avant qu'il y ait tous ces dispositifs qui existent, qui sont sur place et qui ne demandent qu'à partager en fait leur retour sur expérience. Et donc, ça permet aussi d'éviter de faire les mêmes erreurs et aussi d'ouvrir des marchés. Ok. Oui, c'est ce que moi j'ai envie d'appeler le mentorat en fait. Oui. Et je pense que c'est pas suffisamment développé. En tout cas, c'est pas suffisamment structuré. Ou connu d'ailleurs. Ou aussi. connu. Claire, je vous voyais trépigner. Sur plusieurs interventions, en fait. Allez-y. Je vais résumer. Pour moi, c'est deux choses. Il y a deux mots, préparation et énergie. Et la préparation, elle peut se faire il y a autant de préparation que de personnes. Moi, j'ai mis 5 ans à rentrer au Bénin. J'ai fait 2 ans au Nigeria, 1 année en France, 2 ans au Ghana, en étant employé, en allant souvent en vacances. Il y a plein de façons de reprendre la température du terrain, reprendre pied. Donc, c'est préparation. La deuxième chose qui est peut-être liée aux histoires d'horreur que j'ai racontées sur le Bénin, mais qui n'en sont pas. Le Bénin est magnifique. Ils venaient tous au Bénin. C'était vraiment horrible. Et pour moi, plus une question d'énergie qui rejoint celle de la posture. Je pense qu'il y a beaucoup de ripates de la diaspora qui sont rentrés avec une posture difficile, c'est-à-dire de sachant et une posture de parce que je suis sortie et parce prétentieuse. Que j'allais pas prononcer ce mot. J'essayais depuis tout à l'heure de trouver. Je le fais pour vous. Merci. Et du coup, qui sont rentrés, qui ont vécu le retour comme une claque, parce que forcément, vous rentrez et je pense qu'il faut être très humble et à l'écoute, que ce soit du marché, du pays ou du terrain, et qu'ils sont partis presque aussi vite avec ce sentiment peut-être d'échec et de honte et très violent de ne pas avoir réussi en se disant que le pays, le contexte était fautif. Mais honnêtement, si je dois discuter sans être politiquement correct, je pense que la posture dans laquelle beaucoup rentrent explique leur échec et explique leurs difficultés sur le terrain. Très bien. Et voilà. Je pense qu'il faut l'assumer, qu'il faut l'entendre et qu'il faut en discuter. La question, c'est comment on fait pour mitiger ça? C'est-à-dire comment on fait pour... alors déjà, ça passe à mon avis beaucoup par le dialogue, par une forme d'éducation, quelque part, plus par du conseil et une approche de tutorat, de mentorat, que par d'autres outils techniques comme la formation ou même des outils financiers, quoi. Là, on est vraiment sur c'est ce que disait Julien, sur de l'ethnosociologie. C'est ça, oui. Et alors, nous, on insiste beaucoup, on leur dit que, que
soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, faut être franc, c'est que personne ne les attend. Donc tout le monde s'imagine qu'ils vont arriver, qu'ils vont être accueillis par le ministre ou je ne sais. Voilà. Et c'est vraiment important. Et je pense que déjà ça pose les bases du sujet. Et partant de là, on peut être que humble et on peut que comprendre. Et vraiment, on insiste là-dessus de plus en plus. Et ça permet d'être en tout cas dans une bonne posture. Et puis après, nous maintenant, on a le luxe de choisir aussi qui on accompagne. Donc quand on voit que la posture est un peu trop dure, on arrête d'accompagner. Mais ça fait beaucoup écho en tout cas à tous les sujets que j'ai pu avoir sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'est là qu'il y a toute la place des programmes comme Africain, parce que c'est un programme où il y a un dispositif en co-accompagnement, double accompagnement, aussi bien en France et dans le pays d'implantation. Et cela, on met toutes les conditions pour permettre un atterrissage, on va dire en douceur, aussi. Et donc, aujourd'hui, quand je regarde un peu les retours d'expérience des entreprises qu'on a accompagnées en Tunisie en 2021, en 2022, et ceux qu'on a accompagnés, les 12 projets marocains qu'on a accompagnés cette année-là, depuis juillet jusqu'à maintenant, on n'a que des positifs. Les indicateurs, ils parlent d'eux-mêmes. Donc, on a presque, parce qu'il y a un accompagnement, donc il y a un suivi, il y a une mise en relation avec l'écosystème, etc. Et donc, quand je regarde un peu les indicateurs, on vient de clôturer au mois de septembre l'accompagnement des 12 Marocains. Donc, quand on avait un peu l'état d'avancement des projets, plus de 75% des entreprises ont commercialisé, ils ont généré des chiffres d'affaires. On a plus de 500 000 euros on va dire, de financement qui sont levés, que ce soit ici en France, auprès des business angels, via des dispositifs locaux, ou auprès des mythes africains, mais aussi des dispositifs comme Digital Africa. Donc, il y a plein de... Et aujourd'hui, quand je regarde aussi ces entrepreneurs, sur les 8, donc il y avait un dispositif aussi de Mythes Africa de faire les 4 meilleurs projets par pays, de les financer à hauteur de 30 000 euros. Donc, quand je regarde toute cette énergie qu'on a mobilisée en 4 startup managers, les experts, etc., on voit les résultats parce que les 4 meilleurs projets de cette année Maroc, ils sont tous passés par Marseille Innovation. Donc là, je mets pour... voilà, donc, en tout cas, tu es un excellent défenseur de ta structure et... Tunisie, pareil. Donc, les 4 meilleurs, en tout cas, les 4 meilleurs, ils sont tous suivis. Donc, c'est des entreprises qu'on a mis sur des bases solides et qui sont aujourd'hui là et qui se développent. Donc, j'avais pris du plaisir tout à l'heure à discuter avec un entrepreneur marocain qui me dit on vient de clôturer 100 000 euros avec un investisseur. Donc, voilà, tout ça, ça fait plaisir de voir que nos entreprises se développent. Compléter sur le sujet des croyances de diaspora, parce que c'est un sujet qui est intéressant. Il y a une deuxième croyance qu'on voit souvent, c'est sur la levée de fonds. À l'inverse, moi j'ai eu des projets qui viennent me dire coréens, qui n'ont pas 1 euro dans l'entreprise, et qui me disent il me faut 1 million d'euros pour monter une usine en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et qui comptent en fait sur le fait qu'un investisseur veuille bien mettre de l'argent. Et c'est déjà le cas en France et c'est d'autant plus vrai en Afrique de l'Ouest, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les investisseurs, ils cherchent Aminoad qui est une preuve de traction, qu'on prouve qu'il y a un marché, qu'il y a eu des premiers retours, pas forcément de la monétisation, mais quoique on y met de plus en plus. On sait tous que les taux d'intérêt des banques centrales ont augmenté partout dans le monde, que la liquidité est beaucoup moins importante qu'elle l'était sur l'ensemble des financements, et donc l'ensemble des écosystèmes sont beaucoup plus exigeants et il faut des preuves de traction. Et ça, c'est parfois compliqué à faire comprendre à certains entrepreneurs et leur expliquer surtout que la levée de fonds est un moyen et pas une fin. Et il y en a quelques-uns pour qui c'est une finalité et ils passent leur temps à faire que ça. Oui. Moi, la levée de fonds, j'apparente ça à un mariage, en fait. Oui. Pour moi, c'est la même forme d'engagement, quoi. C'est qu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Une fois qu'on y est, il faut tenir. Et puis surtout, les décisions ne se prennent plus seules, en fait. Elles se prennent à deux, quoi. Voilà. Donc, et ça, à mon avis, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas forcément, si ce n'est compris, intégré, en fait. Je voudrais savoir si vous avez des questions dans la salle à poser à nos panélistes. 3 minutes, mais c'est plus qu'il n'en faut. C'est parfait. Mehdi. Tu veux un micro? J'en ai pas. Je sais pas. C'est bon. Oui. On t'entend. Très bien. C'est en même temps Constant une question. Je ne fais pas partie de la diaspora, j'ai fait une année partie de la diaspora algérienne à Dakar. Donc, par contre, j'ai travaillé beaucoup avec des gens de la diaspora qui sont revenus en Algérie. Et je voulais apporter un témoignage par rapport aux deux sujets. Le premier de la posture, effectivement, mais on stigmatise toujours la posture
du monde de la diaspora qui vient en donneur d'ordre, etc. Mais j'ai aussi vu le contraire. En voulant trop s'adapter, etc. J'ai un collaborateur qui a perdu un peu sa valeur ajoutée, qui n'a pas pu s'imposer, on va dire, les process qu'on attendait de lui, etc. Donc, ne pas tomber aussi dans le travers. Aussi, il y a le rôle de la diaspora, surtout pour ceux qui ont réussi. Hicham a parlé de la capacité de financer qui est un peu plus importante quand on a des salaires européens. Souvent, quand vous avez des projets africains, quand vous revenez en Europe pour chercher des financements, parce qu'effectivement, l'offre de financement local, elle est un peu à développer, vous rencontrez une sorte d'incompréhension par rapport à votre marché, par rapport à votre service. Aujourd'hui, je développe une start-up, quasiment les 2/3 des premiers investisseurs, c'est des membres de la diaspora qui ont un peu plus de moyens que les locaux, mais quand même la capacité à comprendre les subtilités d'un marché africain, des besoins africains, etc. Donc, Siwara Capital, peut-être d'autres, etc. Mais souvent, c'est plus, moins c'est structuré, plus c'est rapide. C'est plus des business angels, etc. Donc, appel à la diaspora pour mettre un peu plus la main à la poche pour financer des projets sur les durées. Ça, c'est un vrai sujet, le captage des fonds de la diaspora dans tous les pays du monde, en fait. C'est le rêve de tous les gouvernements, en fait. Oui. Comment on fait pour capter les ressources des diasporas? Monsieur? Je suis Jamel Kachouch, je dirige une boîte de conseil en management performance d'entreprise et j'ai travaillé à l'international. En 2010, j'ai fait le membre de Diaspora et j'ai installé une entreprise en Algérie. Je suis allé pour la première fois avec Business France et on était 50. Et on regardait la liste, en 2020, on était 2 à être restés parmi les 50 diasporas. Ça fait 1%. Il y a une réalité. Il y a une réalité politique, c'est dur avec l'entrepreneuriat. Et quand on est là-bas, on se disait c'est un marathon saut de haie. Donc c'est chaud. Et les deux qui étaient encore là, elles ont eu un critère qu'on a un petit peu abordé là, mais on n'en a pas parlé. Et je me dis, c'est un peu décalé. À l'étranger, beaucoup plus qu'ici, c'est l'humain qui est au centre du fonctionnement du business. La qualité des relations humaines. En France, on vend des produits sans regarder qui on a en face. Et on achète parce qu'on en a besoin, etc. Dans d'autres pays, notamment tous ces pays en voie de développement, on est fier, on est orgueilleux, on est présent, etc. Mais on n'achète pas parce qu'on a besoin du produit, on achète parce qu'on a validé la personne, parce qu'on y est, etc. C'est difficile parce que quand on fait du business là-bas, il faut être présent là-bas. J'ai essayé tous les formats de déplacement et finalement le cloud a quelque chose d'intéressant, mais c'est difficile. Voilà. Donc c'était pour dire, on n'a pas abordé ce sujet. L'entreprise qui va réussir à l'international, elle a mis l'humain au cœur du fonctionnement du système. Dernier point, on n'en a pas parlé non plus. Moi, le besoin que j'ai eu, que je n'ai pas trouvé, dans des structures similaires aux vôtres, C'était quoi? C'était le besoin de faire partie d'un collectif qui échange les bonnes pratiques. Ah oui. Et donc, vous faites super bien ce que vous faites. Et finalement, quand on est ailleurs, on est seul. L'entrepreneur, il prend des décisions seul, etc. Et si on avait, on a entendu l'écosystème, mais plus que l'écosystème, un vrai club qui va, comme on le fait aujourd'hui, échanger, parler, ah tiens, c'est bien, tac, tac, tac. Et ça, si vous pouvez réellement le créer, parce que ça demande un grand engagement, c'est difficile, si vous pouvez vraiment le créer, c'est ce qui va faire la différence. Mais il en existe. Hein. Oui, il en existe beaucoup. Ouais. Il en existe et c'est vrai que ça aide vraiment à faire face à l'isolement dont vous parlez, qui est vraiment important. Alors il y a des pays, pour certains pays, ça doit exister plus que pour d'autres. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Sur Alger, il y a des choses qui sont faites de manière institutionnelle, mais c'est froid. Ok. Écoutez, j'ai l'impression qu'on est en train de nous pousser vers la sortie. Et je crois qu'on a
quelques minutes de retard, donc on va être obligé d'arrêter. Je vous demande d'applaudir nos panélistes, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Vous pouvez bien entendu distribuer c'est pas de la votre pub COP. pour Siwara Capital, mais plutôt un guide qu'on a pu faire sur le capital investissement pour ceux que ça intéresse. Parce que c'est vrai que c'est un outil qui n'est pas forcément très connu. On a vraiment essayé de faire quelque chose de très pédagogique, pas lourd, donc il est à votre disposition si ça vous intéresse. Merci à tous. Merci. Moi, j'en veux bien.